Donc, on va parler d'accès à l'espace, donc des fusées, des différentes orbites. Je vais commencer par ça, par les différentes classes d'orbites. Donc, on a dit que l'espace commençait à une centaine de kilomètres. Et on avait tous en tête que l'espace était très loin. Donc, c'est à même temps près et ça peut être très loin. Donc, on utilise en général trois classes d'orbites pour envoyer nos satellites. Les premières, c'est les orbites basses, donc, qui commencent à quelques centaines de kilomètres. Tout à l'heure, j'ai dit que l'espace démarrait à 100 km, ce qui est vrai. Par contre, il y a encore un air résiduel qui fait que si on voulait mettre un satellite en orbite à une centaine de kilomètres d'altitude, c'est tout à fait faisable. Par contre, ça coûterait assez cher parce qu'il y aurait des frottements résiduels avec l'atmosphère qui nous imposeraient de faire régulièrement des manœuvres de maintien en poste, ce qu'on appelle le maintien en poste, pour maintenir l'altitude à un niveau assez élevé. Le satellite, les orbites les plus basses classiquement utilisées, ça démarre à 400 km. L'ISS se trouve à 400 km d'altitude environ. En observation de la Terre, on utilise beaucoup donc, les orbites LEO. LEO, c'est Low Earth Orbit, et c'est classiquement entre 500 et 1000 km. Et donc, on voit que c'est des orbites qui vraiment rasent la Terre, quelque part, à l'échelle de la Terre, qui fait 6500 km. Ensuite, on a toutes les orbites qu'on appelle intermédiaires, donc MEO en anglais, entre 10 000 et 20 000 km. Donc ça, c'est des orbites qui sont classiquement utilisées pour tout ce qui est navigation. Donc tous les GPS, Galileo, GLONASS utilisent ce type d'orbite. Elles sont assez éloignées. Donc ça permet finalement, d'un point de vue terrien, de point au sol, d'avoir plusieurs satellites en visibilité si on a une constellation. Ce qui serait moins le cas en orbite très très basse, parce que justement les satellites rasant la Terre, ceux qu'on voit depuis un point au sol sont plus limités. Et l'autre avantage, c'est que dans la mesure où ils sont à plus haute altitude, tous les frottements résiduels dont on parlait, qui nécessitent en fait des manœuvres de maintien en poste, ne sont plus nécessaires, parce que là vraiment, on peut considérer que la perturbation de l'orbite de l'atmosphère résiduelle est très faible. Donc c'est des orbites qui sont plus simples à opérer, on va dire. Et ensuite, il y a une dernière orbite qui, elle, est encore plus loin, donc à 35 000 km, qui est l'orbite géostationnaire. Donc, elle a la particularité à cause de la gravitation, de faire un tour, enfin, un satellite sur cette orbite fait un tour en 24 heures, ce qui fait qu'il est fixe par rapport à un point au sol. Donc, ça, c'est des orbites qui sont super utilisées en télécommunication. Et c'est pour ça que tout ce qui est antenne télé, finalement, ou tout système de télécommunication passant par satellite, utilise de manière privilégiée des satellites qui sont sur cette orbite, de manière à avoir un dispositif au sol qui pointe un point fixe dans le ciel. Ce qui n'est pas le cas si on utilise d'autres orbites. Voilà. Ça, c'est des grandes classes d'orbites, donc assez variées. On peut également s'échapper de l'attraction terrestre dans des cas particuliers, typiquement, si on veut, rejoindre une autre planète ou aller explorer le système solaire. Là, il y a deux petites animations, je vous les passe, j'espère que ça va à peu près donner quelque chose à distance. Donc, les deux orbites un peu opposées, quelque part, en termes de distance par rapport à la Terre, l'orbite basse que je vous montrais, où on voit là un peu plus précisément maintenant que le satellite vraiment rase la Terre en orbite basse. Pour vous donner les ordres de grandeur, un satellite en orbite basse, il fait à peu près 14 tours par jour. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on est à, mettons, à 600 ou 700 km d'altitude, qu'on a un champ de vue assez grand et qu'on fait 14 fois le tour de la Terre par jour, alors le champ de vue assez grand, Philippe vous en parlera un petit peu plus la prochaine demi-journée, c'est ce qu'on appelle des compromis missions. C'est qu'est-ce que je mets comme instrument à bord de mon satellite. Mais on voit que si je mets un instrument volontairement qui a un grand champ de vue, je vais arriver à faire une image de la Terre dans la journée. Si j'ai un champ de vue qui fait 2000 km, typiquement, je fais une image de la Terre dans la journée. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment l'apport, si vous voulez, du spatial. C'est le fait que c'est très, très cher d'aller dans l'espace. Il faut avoir accès à l'espace. Par contre, une fois qu'on y est, la gravitation fait le travail. On fait 14 fois le tour de la Terre par jour. Et ça, c'est exceptionnel en termes de retour sur investissement. Et c'est tout l'enjeu du domaine spatial, quoi. Les orbites géostationnaires, donc là, vous avez une vision un peu accélérée, bien entendu, de la réalité, mais on voit qu'on a plein de satellites. Alors, l'orbite géo, elle est utilisée vachement en télécom et également en météo. On comprend pourquoi. Ça permet d'avoir une vision d'une demi-terre, quelque part, d'un point de l'orbite géo. Et donc, si vous voulez faire de la météo en Europe, ça veut dire que vous avez accès à
Vous allez typiquement mettre le satellite en face l'Europe et vous allez avoir accès à toute l'Europe, toute l'Afrique depuis un seul satellite. Donc pour prédire le temps qu'il fait en Europe, c'est déjà exceptionnel. Donc en réalité, on a bien sûr des différents satellites météo qui sont autour de la Terre. Les Américains en mettent en face chez eux, les Asiatiques aussi. Et en général, il y a une politique de partage des données qui fait qu'on a vraiment une vision permanente de la Terre depuis l'orbite géostationnaire pour tout ce qui est météorologie. Voilà, donc qu'est-ce qui pilote, on va dire, le mouvement des satellites? Donc c'est vraiment la gravitation, Newton, dont on peut dériver les lois de Kepler. Donc là, c'est plus peut-être pour faire des choses en classe. Donc il y a ces fameuses lois de Kepler. La première, c'est la loi des orbites, qui dit que la trajectoire caractéristique d'un corps en rotation autour de notre corps massif soumis à la loi de la gravité, c'est une trajectoire qui est elliptique, avec cette fameuse loi de conservation des airs, qui dit que l'air parcouru dans un intervalle de temps reste constante. Si je le traduis ça pour une orbite elliptique, ça veut dire que on va accélérer, si l'orbite ressemble à celle qui est dessinée là, on va accélérer quand on se rapproche du corps massif. Voilà. Donc on peut avoir une vitesse qui est variable le long de l'orbite, sauf si on se met sur une trajectoire circulaire. Alors ce trajectoire circulaire, il faut comprendre que c'est un cas particulier. Alors c'est un cas particulier, par contre, il va être très très avantageux pour nous. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément la plupart, la très très grande majorité des orbites utilisées par les satellites sont circulaires. Et c'est un cas particulier, et c'est le travail de la fusée. On revient à cette notion d'accès à l'espace, on appelle ça injecter le satellite sur la bonne orbite. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire d'être à la bonne altitude. Si on va sur l'orbite géostationnaire, il faut aller à 35 000 km dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Voilà le travail d'un lanceur. Alors, parlons un petit peu des lanceurs, justement, parce qu'on a vu que c'était un enjeu clé, en fait, pour arriver derrière avoir cette autonomie d'accès à l'espace et pouvoir profiter pleinement du domaine spatial. Donc, je vais vous parler des lanceurs européens. Comme on l'a vu au début, donc les nations historiques que sont la Russie et les États-Unis ont des moyens d'accès à l'espace équivalents. On a même finalement Soyouz aujourd'hui qui est lancé depuis la base spatiale guyanaise, suite à des accords qui ont été passés. Et donc on voit finalement qu'en fonction de ce qu'on veut lancer, en termes de la taille du satellite, quelque part, on ne va pas utiliser le même lanceur. Donc on a un peu des familles de lanceurs. Et là, toutes les nations qui ont accès à l'espace ont un peu cette logique de ne pas utiliser le marteau pilon pour tuer un moustique. Donc on ne sort pas une Ariane 5 pour lancer un petit satellite de 100 kg. Les masses que vous voyez là près des coiffes des fusées vous donnent une indication de la masse qui est orbitable par la fusée. Donc en Europe, on a 3 lanceurs, Vega, Soyuz et Ariane 5. Un Vega, c'est une petite fusée qui peut lancer 1,5 tonne. Un Soyuz peut monter jusqu'à 3 tonnes, une Ariane 5 jusqu'à une dizaine de tonnes. Juste pour avoir une idée des ordres de grandeur, c'est un peu difficile à s'imaginer, donc j'ai quelques chiffres à vous proposer. Une Ariane 5, voilà, ça fait à peu près 5 mètres de diamètre, une cinquantaine de mètres de haut. Et même si elle peut mettre 10 tonnes en orbite géostationnaire, ou on dit orbite de transfert géostationnaire, la masse d'Ariane 5 au décollage, c'est 750 tonnes. Donc, et grosso modo, je peux vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, on va le voir, je crois, avec l'animation d'après, c'est du carburant. Au premier ordre, finalement, tout le jeu, c'est de mettre énormément de carburant, d'avoir des systèmes qui permettent de contrôler cette combustion pour aller dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Et donc, une Ariane 5, c'est comme ça. Souvent, il y a une conception modulaire dans les fusées avec ces éléments qui se détachent. Je pense qu'on a tous vu ça. Ces boosters sur le côté d'Ariane 5 qui se détachent, mais tous les systèmes spatiaux en général sont faits de cette manière-là. Alors, pas nécessairement avec des boosters latéraux qui se détachent, mais on va dire avec différents étages. L'idée étant simplement de se libérer de la masse inutile une fois que les réservoirs sont vides. Donc on peut saucissonner la fusée de manière à pouvoir libérer de la masse au moment pendant
pendant le vol, pendant le lancement, de manière à être plus efficace. Voilà, donc les vitesses, ça c'est intéressant parce qu'on a du mal à se rendre compte. Donc au bout de 2 minutes, une Ariane 5 elle est à 8000 km/h. Et elle atteint environ 36 000 km/h, ce qui fait 10 km par seconde à la séparation. Donc, bien sûr, ça dépend des orbites, ainsi de suite, hein, mais les ordres de grandeur, c'est cela. Et un satellite en orbite basse, on parlait tout à l'heure d'observation de la Terre, c'est à peu près 7 km par seconde. Et ça, vous verrez que c'est un enjeu. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix. Hein. C'est-à-dire le 7 km par seconde, il faut l'atteindre si vous voulez être sur une orbite basse. Sinon, vous allez retomber quelque part. Voilà. Donc, il faut être à cette vitesse-là. C'est les lois de Kepler qui nous le disent. C'est lié à la masse de la Terre. Et donc, il y a cette problématique d'atteindre ces vitesses-là avec l'accès au lancement, l'accès à l'espace, pardon, et la problématique du lancement. Et après, il y a la problématique de faire un instrument qui est capable d'imager correctement à cette vitesse-là. Donc ça sera tout l'enjeu de ce que va vous expliquer Philippe la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est super de se déplacer à 7 km par seconde, on voit plein de choses. Par contre, il faut que l'instrument y suive, parce qu'à cette vitesse-là, tout va très vite. Juste un petit point, là, vu qu'on est maintenant, on est un peu dans une phase de reconquête de l'espace, et quelque part, il y a une espèce de regain d'intérêt, d'activité autour de l'accès à l'espace pour l'homme, avec des projets d'aller sur Mars, éventuellement en passant par la Lune. On a la mission Alpha avec Thomas Pesquet. Juste pour vous montrer qu'à l'époque des pionniers, là, quand les Américains ont dit on va sur la Lune, ce qu'ils ont fait, c'est Saturne V. Et Saturne V, c'est en hauteur à peu près plus de 2 fois Ariane 5. Et là où vous avez, je pense, l'ingénieur en chef du programme Saturne qui pose à côté des réacteurs, c'est pour que vous visualisiez la taille assez faramineuse, en fait, de ce type de fusée qui est nécessaire pour amener des masses beaucoup plus importantes que 10 tonnes comme Ariane 5 et pas en orbite géostationnaire, mais cette fois pour s'extraire de la gravitation terrestre pour aller vers la Lune. Voilà. Et c'est pas fini. Alors déjà, le coup, j'ai trouvé ce coup-là intéressant pour vous dire qu'à un moment, quand on part de la feuille blanche et qu'on dit je vais sur la Lune, c'est pas transparent d'un point de vue financier, donc ça a été un investissement en fait colossal, hein, colossal à l'époque de faire ça, donc en dollars constants, 6 500 milliards. Cependant, c'est pas de l'argent. J'ai vu qu'il y avait eu des questions, c'est pour ça que je donne un peu ces chiffres sur l'argent dépensé pour le spatial. Donc effectivement, ce sont des sommes très grosses, mais aujourd'hui, les États-Unis, c'est la première puissance spatiale au monde, je pense qu'on peut le dire. Et ils font du commerce autour du spatial. Donc finalement, il y a du retour sur investissement quand une puissance publique met de l'argent dans une techno comme ça, hyper de pointe avec du potentiel. C'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, quoi. Il y a du retour sur investissement. Et notre président au CNES avait souvent cette phrase qui est qu'un euro investi dans le spatial, c'est 10 euros, de retour économique. Donc ça veut dire que le potentiel et les technos développés à travers l'accès à l'espace et le domaine spatial sont autant de retombées économiques pour le pays. Voilà. Et donc, ça, c'est juste pour rebondir également sur l'actualité. Vous avez peut-être vu ces images-là de SpaceX avec son vaisseau Starship, là, qui est juste la partie supérieure, du coup. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, la partie supérieure de cette fusée qui est là. Donc, c'est a priori la fusée qui va servir à aller sur la Lune et peut-être sur Mars. Et on retombe sur ces dimensions-là, hein, qui sont vraiment liées. Donc là, c'est 120 mètres, qui sont vraiment liées à la quantité de carburant, quelque part, nécessaire pour s'extraire de la gravité terrestre, d'emporter des masses assez importantes pour faire une base lunaire ou une base martienne. Voilà. Et donc, on redéveloppe finalement, 60 ans après, 70 ans après, des systèmes en partant quasiment pas de la feuille blanche, parce qu'on voit que le système ressemble. Par contre, tous les sous-systèmes sont redéveloppés. Donc, on est en train de vivre peut-être une petite demi-phase de reconquête de l'espace. Voilà. Donc avant ces fusées, il y avait eu la navette, donc je vous en parle un petit peu, et aussi pour vous dire qu'aujourd'hui la navette elle n'existe plus. Donc c'était un système un peu particulier, donc qui ressemble tout à fait à une fusée, mais qui a cette particularité d'avoir une partie qui re-atterrit sur Terre, donc la partie réutilisable. Donc ça a été vachement utilisé pour justement les vols habités, pour des opérations très spécifiques
on en parlera après, mais justement, il y a des astronautes qui sont intervenus sur un satellite, sur Hubble en l'occurrence. Et ça, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que la plupart des satellites aujourd'hui, quand je dis la plupart, c'est 99,9% des satellites sont conçus pour être parfaitement autonomes une fois lancés et sont conçus pour qu'il n'y ait pas d'opération par la suite dessus. Et la navette, elle a été arrêtée. Bon, déjà, il y a eu des accidents humains assez catastrophiques, hein, malheureusement. Dans ce genre d'exercice, et quand il y a une défaillance, ça se traduit régulièrement par des morts. Donc ça, socialement, je pense que c'est dur à accepter. Et ensuite, il y avait un coût d'exploitation qui était vraiment faramineux. Attendez, excusez-moi. Oui, quelqu'un est rentré dans mon bureau. Donc j'en étais à dire que la navette, même si elle a permis vraiment de faire des choses extraordinaires, elle a été arrêtée pour des questions de coûts d'exploitation et de défaillances successives. Et donc aujourd'hui, on a ces systèmes réutilisables justement poussés techniquement par SpaceX, là, où c'est on va dire un nouveau point d'équilibre qui a un peu bouleversé la façon dont on approche de manière générale l'accès à l'espace, avec un système réutilisable, mais dans lequel il n'y a personne dedans. Et je dois vous dire que, au CNES ou partout dans le monde, pour les gens avertis, on va dire, on regardait ça avec un peu de circonscription, un peu étonné. Et la réalité, c'est que ce monsieur, il a réussi son pari avec une approche un peu différente de ce que peut avoir une agence spatiale, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé à se planter. C'est-à-dire qu'on a vu plein de ces fusées se reposer et exploser ou à l'atterrissage ou quelques secondes après l'atterrissage. Ça a encore été vrai pour Starship il n'y a pas longtemps, mais finalement, il a réussi à en poser une sans encombre. Donc, avec une logique de développement, ouais, le fait que le privé, quelque part, investisse le domaine spatial, ça secoue assez franchement l'écosystème. Et pour le coup, là, on va dire que techniquement, ça le tire plutôt vers le haut parce qu'il y a une prise de risque supérieure, mais avec des succès derrière et une façon d'y arriver qui est un petit peu différente. Donc, lanceur réutilisable, ouais, une autre façon de faire avec des moyens assez incroyables, moi je trouve, de dire je vais aller mettre une espèce de, de filet de récupération de bouts de fusée. Et bon, ma foi, ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a quelques années, on n'était vraiment pas du tout sûr que ce type-là d'architecture de système de lancement allait devenir opérationnel. Et c'est aujourd'hui tout à fait le cas, quoi. Voilà. Et après, avant de clôturer ce chapitre accès à l'espace, je voulais vous parler d'une activité qu'on a au CNES et qui est un peu intermédiaire finalement entre le moyen terrestre et le moyen spatial, qui permet tout à fait de mettre au point des systèmes spatiaux que sont les ballons stratosphériques. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Donc, souvent, quand on met un instrument d'observation dans l'espace, donc c'est pour on va dire, la capacité d'observation, la capacité à se déplacer du système, et c'est aussi et surtout pour plein de moyens d'observation, pour sortir de l'atmosphère qui est vraiment un vrai problème à cause des interactions entre les ondes électromagnétiques qui sont le porteur de l'observation. Hein, quand on fait de l'observation, la plupart des choses qu'on observe, c'est des photons. Il faut le savoir, on y reviendra par la suite. Donc si l'atmosphère est opaque, mais manifestement, depuis le sol, on ne peut pas voir toute une partie du spectre électromagnétique. Donc un des intérêts d'aller dans l'espace, c'est de justement sortir de l'atmosphère pour avoir accès à toute une partie du spectre électromagnétique qui n'est pas accessible depuis le sol. Et à ce titre-là, les ballons, les ballons stratosphériques qui montent typiquement une trentaine de kilomètres, une quarantaine de kilomètres, permettent de suffisamment sortir de l'atmosphère pour tester les instruments. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en fait, on en a parlé, le budget spatial, c'est important parce que c'est assez cher de faire tout ça, hein, de faire une fusée, de faire un satellite. Ça se comprend assez bien, un ballon, ça va être beaucoup, beaucoup moins cher. Donc finalement, c'est un super moyen de tester, par exemple, un nouveau type d'instrument. Avant de dire, je le mets sur un satellite, je dépense des dizaines de millions, et je peux peut-être dépenser 10 fois moins ou 100 fois moins. Alors certes, le tester dans des conditions très restreintes, mais je peux valider techniquement un concept. Donc ça, c'est super intéressant. En termes de délai, de contraintes, on est un peu des intégristes dans le spatial, c'est-à-dire que la fiabilité qu'on demande au système,
aux instruments et qui se justifie par le coût qu'on met dessus. D'accord, le coût, on parlait du budget du CNES, on y revient. C'est-à-dire qu'à un moment, ça coûte tellement cher que si on met un système dans l'espace, il faut absolument, on a eu des ratés. Mais je veux dire, on design les instruments pour qu'ils soient globalement hyper fiables, quoi. Donc le fait de faire un instrument de le mettre sur un ballon, ça permet en fait de se soustraire à ce besoin de fiabilité dans l'espace, certes de faire un instrument qui est plus de démonstration, mais une fois de plus, de se convaincre avant de faire un satellite qu'un concept instrumental, une techno, une façon d'observer a tout son sens et serait vraiment un super candidat pour un futur satellite. Voilà. Donc l'histoire elle remonte et pourquoi le CNES, peut-être la France est forte sur ce sujet-là. C'est peut-être un peu historique, je me dis. On a quand même voilà, la montgolfière qui a été inventée chez nous. Et donc c'est une histoire qui a maintenant 250 ans, on va dire. Et on l'a utilisé, alors comme souvent, hein, il y a des nouvelles techniques qui sont impulsées par l'armée. Donc ça a été utilisé pour des sondages météo par l'armée américaine. Ce que vous avez là, c'est je crois un porte-avions qui lance un ballon stratosphérique. Et après, le CNES, voyant l'intérêt de ce type de techno pour un peu comme étape intermédiaire finalement avant mise en orbite d'un instrument ou d'une techno, a immédiatement investi le sujet. On a une base de lancement qui erre sur l'Adour dans le Gers. Il y a tout un département ballon stratosphérique au CNES. Et il y a eu des premiers succès, on va dire, à l'échelle mondiale. Je vous en cite quelques-uns. Vraiment, la littérature est très riche là-dessus. Hein. Mais bon, on est capable de faire des vols très longs. On est même capable de traverser d'un continent à un autre. Une fois qu'on est dans la stratosphère, en utilisant les courants d'air qui a cette altitude-là. Si on se rapproche du pôle, on peut faire des vols dits circumpolaires. Donc finalement, le ballon tourne autour du pôle en suivant une fois de plus les mouvements d'air à cet endroit-là. Et on peut utiliser des très gros instruments. On est même capable de faire des instruments qui pointent de manière très précisément. Et voilà, je vous mets ce nouveau type d'instrument qui n'a toujours pas aujourd'hui été mis dans l'espace, mais la première lentille gamma, donc le premier instrument qui verrait finalement des photons dans le domaine gamma et serait capable de faire des images du ciel de manière précise dans cette partie très particulière du spectre électromagnétique, elle a été testée sur ballon. Voilà. Donc là, vu qu'on est un petit peu en retard, j'avais une petite vidéo, vous l'aurez dans la présentation qu'on vous passera. Je vous invite à aller la voir, on ne va pas la regarder maintenant, elle faisait quelques minutes. Et juste pour vous montrer avec cette image-là comment ça se termine un vol ballon, ça se termine en général, on coupe le lien entre la nacelle et le ballon. La nacelle fait de la chute libre pendant quelques kilomètres, on déploie un parachute et ça va se poser, j'ai envie de dire où ça peut, sachant que c'est à peu près calculé quand même. C'est-à-dire qu'au moment où on sépare nacelle et ballon, on calcule la probabilité de chute et donc on évite bien entendu les zones habitées. Et moi j'ai eu la chance quand j'étais étudiant en fait en maîtrise de vivre une campagne ballon, de participer à la campagne. Et c'est vraiment des expériences super enrichissantes parce que comparé à un système spatial où souvent on est ingénieur et on fait qu'un petit bout quelque part du système, là c'est vraiment un peu plus du bricolage, quoi. Je me rappelle avoir vissé le détecteur sur la nacelle. J'ai participé à la récupération, donc c'est pas l'instrument sur lequel j'ai travaillé, mais bon, voilà, je suis arrivé en hélicoptère dans un champ et je suis allé, on suivait l'instrument qui tombe au sol. Je suis allé démonter l'instrument scientifique qui était à bord de la nacelle. En fait, c'est des expériences assez extraordinaires, je trouve.